Bonsoir à tous, bienvenue dans cet entretien du jour spécial, un entretien du jour réalisé ici à Dakar à l'occasion du 9e Forum mondial de l'eau. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission Madame Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Justement, je me disais que quand on a le portefeuille ministériel que vous avez aussi important que celui de l'environnement, quel est le premier défi ou le défi principal auquel l'on est confronté? Oui, le principal défi, c'est d'abord de faire comprendre à l'opinion l'importance de l'environnement. Il n'y a pas que l'environnement, mais aussi le développement durable. Un autre défi, c'est d'être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Il y a des questions qui peuvent être des questions un peu plus savantes pour la population, mais qui sont aussi importantes. Mais il y a des questions, peut-être qu'au niveau des politiques, on pense que c'est terre à terre. Ce sont là les questions qui sont importantes à la population. Si vous voulez, je peux m'expliquer. L'environnement aujourd'hui, l'élite savante veut que nous parlions essentiellement des questions de crédit carbone, n'est-ce pas? Alors que la population, elle attend l'environnement volet assainissement, ce qui est important. Vous voyez? Alors maintenant, les fonds, on l'oriente où? Parce que côté crédit carbone, il faut aussi mettre les paquets. Les paquets d'abord de faire connaître les pays, la République démocratique du Congo avec son potentiel environnemental, la capacité de séquestration de ses forêts. Aujourd'hui, nous sommes au sein du bassin du Congo. Nous sommes les premiers poumons du monde de par les services des stockages donc, de pollution du monde. À côté des forêts, nous avons les tourbières et tout ce qu'il y a comme réseau hydraulique, n'est-ce pas, au sein du bassin du Congo et en République démocratique du Congo essentiellement, toute la biodiversité. Mais la population, elle n'attend pas ça. La population attend l'aspect assainissement qui est un très grand défi dans le cadre de la valorisation des déchets, l'économie circulaire, la pollution des eaux dues à l'exploitation minière. Il y a aussi des problèmes de rupture des écosystèmes, n'est-ce pas, aquatiques quand il y a cette pollution. L'élite savante veut parler des aires protégées, des parcs, de la protection de la biodiversité, mais la population, elle attend aussi l'intérêt de la population, son intérêt à côté de ces parcs, à côté de ces aires protégées. Quelles sont les limites entre les aires protégées, n'est-ce pas, et les domaines de la population? Comment est-ce qu'elle va vivre? La population congolaise, essentiellement, vit dans la forêt et aussi de la forêt. On lui demande de préserver la forêt, mais qu'est-ce qu'on va lui donner comme alternative en échange de ses habitudes de l'agriculture sur brûlus? Comment est-ce qu'elle va vivre? Tout ça, ce sont là des grands défis. Est-ce que je serai à la hauteur de la tâche qui m'est confiée? La population m'attend, l'État aussi m'attend. Vous représentez donc votre pays, la République démocratique du Congo, à ce 9e Forum mondial de l'eau. Quel est le message que vous êtes venu faire passer à vos homologues ministres ici? Le message, essentiellement, dans ce 9e Forum, je l'ai porté lorsqu'on parle de l'eau, des ressources en eau. Au sein de la conférence des ministres africains sur la gestion des ressources en eau, nous avons un leitmotiv. Toutes les gouttes comptent et nous devons comptabiliser toutes les gouttes. OK, c'est bon. La RDC, je disais, mon pays, détient 10% des réserves d'eau douce, 10% des réserves mondiales d'eau douce et 52% des réserves d'eau douce en Afrique. Alors, ces réseaux hydrauliques peuvent nous donner beaucoup de choses. Nous pouvons y ponctionner la possibilité d'avoir l'énergie hydroélectrique, n'est-ce pas? La possibilité de navigation, la possibilité d'accroître la biodiversité, la possibilité des écosystèmes entre l'eau et les forêts, de protéger encore plus les forêts en essayant de desservir la population d'électricité. Alors, ce que je dis à mes collègues, ce que je dis à tous les scientifiques qui étaient présents, la société civile, c'est qu'en Afrique, nous devons plutôt augmenter les stratégies technologiques. Quelle est la technologie importante qui nous permettra en même temps de gérer de manière rationnelle cette ressource en eau, mais nous puissions apporter de l'eau propre à la population? Parce que je vous dis, à côté de ça, la RDC, nous avons de l'eau, mais nous n'avons pas d'eau. C'est-à-dire, nous avons de l'eau, mais nous n'avons pas d'eau potable à donner à la population. Il faut une technologie de collecter, de capter
et de distribuer l'eau. Il faut une technologie aussi de rentabiliser tout ce qu'il y a comme les eaux de pluie pour aussi aider les autres pays qui n'ont pas d'eau, qui ont des problèmes de l'eau. Je prends le cas du Sahel. Au lieu de venir perturber les écosystèmes, de chercher par exemple à ponctionner l'eau de la rivière Ubangi pour l'amener vers le lac Tchad, je pense qu'il faut des mesures alternatives. Notamment, il y a la muraille verte où les fonds ont été décaissés en faveur du Sahel. Et aussi, il y a d'autres alternatives comme la canalisation des eaux de pluie, par exemple. Parce que si vous ponctionnez de l'eau dans la partie de la RDC sans étude d'impact environnemental, vous risquez de créer les déséquilibres. Trouver une solution ici en créant un problème de l'autre côté. Donc voilà, ce sont là des thématiques que j'ai essayé de devoir développer. Voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment que vos pairs, vos homologues, ont entendu ce que vous êtes venu leur dire à ce 9e forum? Mais nous ne venons pas avec une approche plaintive, nous venons avec une approche contributive pour dire, écoutez, le monde, nous sommes face aux enjeux du climat. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons une solution basée sur la nature. La solution, vous allez le trouver en République démocratique du Congo, au sein du bassin du Congo. Mettez le main dans vos poches, venez. Et nous disons aux pays pollueurs, par principe des pollueurs-payeurs, que l'argent que vous allez mettre pour développer un certain nombre de programmes d'adaptation au pays, vous ne faites pas des dons. Nous avons quitté, nous sommes en train de quitter progressivement l'aide au développement parce qu'elle n'apporte rien. Nous allons plutôt vers un partenariat gagnant-gagnant, conformément à l'objectif 17 des objectifs de développement durable. Donc cet argent-là n'est pas à aider, c'est l'argent que vous donnez, vous faites votre contribution par rapport au principe pollueur-payeur et aussi votre contribution face aux enjeux du climat. Nous avons le potentiel, vous avez la technologie et les moyens, mettons-les ensemble. Parce que, monsieur le journaliste, je vais vous dire, dans le monde entier, il n'y a que 20 pays qui, à eux seuls, ont 80% des PIB du monde. Je parle de G20. Oui. Alternativement, je devais aussi le dire, comparer que c'est eux qui ont la charge de 84% des pollutions dans le monde. Alors, l'Afrique n'a que 4% et les 16 autres pourcents, ce sont des pays intermédiaires, les pays BRICS par exemple. Donc, vous qui avez cette charge-là, les pays du Nord, les pays industrialisés, nous voulons tous l'industrie, mais l'industrie a sa revers de main, c'est la pollution. Donc, il faut aussi mettre les moyens pour juguler la pollution. Nous avons le potentiel naturel, amener la technologie, le moyen, eh bien, nous allons travailler ensemble pour lutter contre tous ces enjeux de changement climatique. Oui. Pour revenir au thème de ce forum qui se déroule à Dakar, le thème c'est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. En préparant cette émission, je me demandais comment on pouvait faire pour que l'eau demeure une source de paix au lieu d'être une source de guerre. Ça, c'est extraordinaire comme question. C'est simple, c'est l'agir, la gestion intégrée des ressources en eau. Nous devons savoir que l'eau se gère de manière intégrée. Vous ne pouvez pas avoir, je ne sais pas dans quel pays, un fleuve commence dans un pays et termine dans votre propre pays. Donc, un fleuve ne peut pas commencer, ou un ruisseau ou une rivière de votre maison à votre maison. Non, le fleuve, c'est comme le sang qui coule dans les veines et réunit les membres. C'est grâce à ça que nous vivons. J'ai parlé tantôt que nous sommes la source du Nil. Le Congo ne peut entreprendre aucune action ou ne peut poser des actes sans penser à tous les pays où coule le Nil, de chez nous à Sémiliki jusqu'en Alexandrie. Ça, c'est la manière de gérer de manière responsable. L'Égypte aussi ne peut pas faire quoi que ce soit en oubliant qu'il y a des pays en amont. Donc, en amont et en aval, nous devons la gérer de manière intégrée. Les problèmes que nous avons connus de pollution des eaux, entre l'Angola et la RDC, nous avons la rivière Chikapa, eh bien, l'exploitation des minéraux en Angola par l'entreprise Katoka Mining, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des produits chimiques et ils l'ont déversé sur la rivière. Les conséquences, c'est la République démocratique du Congo qui en a payé dans toute la partie du Kasaï jusqu'à Chikapa. Il y a la rupture des écosystèmes aquatiques, donc là, nous avons perdu les poissons jusqu'aux alevins. Si vous voyez les mammifères de la taille des hippopotames qui meurent à des milliers de kilomètres, c'est la catastrophe. Mais cette eau-là, on ne la partage pas seule. Après nous,
le fleuve, c'est un affluent du fleuve Congo qui se déverse sur le fleuve Congo. Les conséquences jusqu'à la République du Congo sœur. Et à l'embouchure, nous avons l'Angola. Donc, ce sont là des choses que nous devons mettre intégrées, signer tout ce qu'il y a comme accord en matière de gestion intégrée des ressources en eau et respecter ces accords et aussi mettre en place la logique. La logique équivaut à dire, je ne peux pas, comme chez nous, on dit, on ne jette pas la salive au-dessus de soi parce que ça va tomber sur soi-même. Donc, c'est pour dire que l'eau, c'est un instrument de paix qui réunit. Quand vous voyez l'eau, l'eau, c'est la vie. L'eau représente le dynamisme, la purification, la paix et tout ce qu'il y a. Donc, l'eau ne peut pas transformer dans la négativité. L'eau doit être un instrument, un cadre qui nous unit en fait. Voilà. Au moment où vous êtes sur le point de partir de Dakar, de quitter ce forum, quel est le sentiment qui vous anime le plus? Le devoir accompli et qu'est-ce que qu'est-ce qui peut vous faire dire, au fond, finalement, que vous n'êtes pas venu ici pour rien et que ça valait la peine de représenter votre pays? Bon, je n'ai pas vraiment le sentiment du devoir accompli, mais j'ai le sentiment des responsabilités. Parce qu'il y a de plus en plus de besoins, de demandes en termes d'eau. La population d'Afrique est en train d'accroître. Quand on parle d'accroissement, on parle des besoins en termes d'infrastructures. C'est vrai, nos ressources, elles sont là, j'en ai parlé, mais encore que ces ressources en termes de potentiel soient transformées, soient présentées, ou bien que la population accède à ces ressources en eau. Il ne suffit pas d'avoir un fleuve, un ruisseau, une rivière, un lac, mais il faut encore que la population accède à cette ressource. Et là, ça nous pousse à augmenter en termes de technologies. Le devoir accompli, pas encore, mais la responsabilité augmente de plus en plus. On a parlé, par exemple, j'ai assisté dans un panel où on parle des barrages et tout ça, et que tout ce qu'il y avait comme vieux barrages vétustes, on doit s'en débarrasser. Et il faut avoir des barrages tenant compte des normes actuelles qui tiennent compte d'études d'impact environnemental et des barrages multiservices, un programme holistique. Donc, vous allez avoir un barrage hydroélectrique, n'est-ce pas, qui à la fois donne l'électricité, mais avec cette électricité, vous faites accéder la population à l'eau, la fourniture de l'eau et d'autres services comme l'irrigation pour l'agriculture et aussi pour l'élevage et avec d'autres besoins de gestion des eaux usées, etc. Donc, rien qu'avec ces barrages, vous pouvez faire beaucoup d'autres services. Ça, c'est une nouvelle donne. Donc, ça demande à ce que nous puissions encore donner, mettre des paquets. Le grand défi qui demeure à cela, c'est l'accès aux fonds. Il faut faciliter l'accès aux fonds. Il y a trop de mécanismes pour accéder aux fonds, que ce soit au niveau de la Banque africaine de développement, au niveau des institutions de Bretton Woods comme Banque mondiale et Fonds monétaires, au niveau des coopérations multilatérales ou bilatérales entre les États ou avec des organismes internationaux. C'est pourquoi nous en appelons au PPPP, partenariat public-privé, tous ceux qui sont fliqués là, ceux qui ont des moyens, devenez de véritables bailleurs de fonds plus que la Banque mondiale, venez avec vos fonds, faites les placements. C'est un placement juste, tout simplement parce qu'à la fois, vous allez récupérer sur votre investissement, mais aussi vous êtes en même temps en train de faire une action sociale et Dieu bénit ce genre de placement. Donc c'est pourquoi nous en appelons à tous les milliardaires, les riches hommes et femmes, africains et étrangers. L'Afrique, c'est une opportunité d'investissement dans tous les secteurs et les secteurs de l'eau par excellence parce que l'eau, c'est la vie. Eve Bazaïba Massoudi, merci. C'est moi Je rappelle que vous êtes vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable en République démocratique du Congo. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion de ce 9e Forum mondial de l'eau. Merci infiniment. Merci à vous, merci à Télésud, merci à tous les téléspectateurs de Télésud. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud.